Ravi de vous accueillir dans un lieu d'exception sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes. Un palais sur la mer. Nous sommes sur l'une des terrasses de la villa Efrussi de Rothschild. Une folie architecturale du début du XXe siècle inspirée des palais vénitiens. Si nous avons choisi ce lieu ce soir, c'est avant tout pour la beauté et l'atmosphère de ces jardins parmi les plus beaux de la Riviera française et italienne. Les jardins seront d'ailleurs le fil rouge de notre émission ce soir. Je vous emmènerai notamment à Madère, en Italie, à Londres ou encore Amsterdam. Mais avant d'entamer notre voyage, je voulais vous faire découvrir de majestueux jardins à la française de l'autre côté de la bâtisse. Et pour cela, il faut traverser le Patio. De cette loggia, on peut apprécier la perspective sur le domaine qui s'avance vers la Méditerranée. Ce paysage a été dessiné par la propriétaire des lieux, la baronne Béatrice Efrussi de Rothschild. Elle s'était offert 7 hectares de jardin qu'elle a conçu comme la proue d'un navire en souvenir d'un voyage mémorable qu'elle avait fait à bord du paquebot Île-de-France. Il faut imaginer qu'au départ, ce lieu n'était qu'une crête inconstructible. La baronne n'a pas hésité à faire dynamiter cet immense rocher. Rien ne l'a arrêté. Il aura fallu 7 ans pour obtenir cette composition végétale tout à fait exceptionnelle. Nous sommes sur la Côte d'Azur et la région abrite bien d'autres jardins tout aussi exceptionnels sur des terrains escarpés et difficiles d'accès. Je vous emmène notamment à Èze, un petit village perché dans l'arrière-pays de Nice. Vous allez découvrir un jardin exotique accroché à la montagne. Sur la Riviera, la passion des jardiniers n'a aucune limite. Jacques Plaisant, Raphaël Licandro, Corentin Robert. C'est le pays où la montagne et la mer se rencontrent. Sur ces rivages de la Riviera, entre Nice et la frontière italienne, la douceur du climat a permis la naissance de quelques-uns des plus beaux jardins du monde. Les secteurs de Menton, on prend un cap au nord. Stéphane Cassius est l'un de ces jardiniers tombés amoureux de cette côte. On a vraiment une protection par les montagnes. Tous les vents froids du nord, on les a pas, les vents d'est et ouest, on les a quasiment pas. Et on a l'effet de l'eau de mer qui nous tient une température. En fait, on a très peu de différences thermiques entre la nuit, le jour. On a une stabilité des températures. Si on a 27-28 l'après-midi, ça veut dire que la nuit, on a 22-23. On n'a pas des chutes importantes. C'est un paradis par les jardiniers et c'est là que tous les Anglais, au début du 19e siècle, ont fait leur première importation de plantes et d'échange de graines. Parce qu'on avait toutes les plantes s'adaptaient à merveille suivant les conditions météo qui étaient ici. Ce matin, Stéphane Cassius part en repérage, car il travaille actuellement à la création d'un jardin hors du commun. Au détour d'une colline, leur destination apparaît. À 400 mètres d'altitude, bâti sur un piton rocheux, le petit village d'Èze surveille le grand large. Survol Èze, là on se rend compte que c'est un village qui fait 950 hectares. Il y a 66% de surface naturelle. Donc ça reste vraiment le poumon entre Nice et Monaco. Donc là on comprend bien la situation des villages. Le jardin exotique il est abrité par tous les vents du nord, par le plateau de la Révère. On monte le village en nid d'aigle et le jardin exotique est tout en haut.
juste accroché aux ruines du château. Au sommet, voici le jardin dont Stéphane a la charge. C'est un paradis exotique où poussent cactus et plantes grasses venus du monde entier. Un jardin qui aujourd'hui s'agrandit. C'est sur ces pentes abruptes que demain le pilote doit héliporter plusieurs tonnes de terre et des dizaines de plantes. Donc toute la nouvelle partie, elle est juste à gauche là, des terrasses du restaurant. Il y a déjà des big bags, là, des maçons, etc. On posera tout ce qui est plantes, big bags de terre juste à cet endroit-là. D'accord, ok. Donc là, t'as bien fait le ménage, y a rien qui peut voler. Non, 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 tout a été rangé et voilà. Bon, bah, parfait. Sur ce relief, c'est un exercice particulièrement technique. L'avantage de l'hélico, hein, c'est quand vous avez vu le terrain, on peut amener les charges au plus près pour qu'ils gagnent du temps pour les manutentions à venir. Pas oublier qu'il y a des hommes au sol qui réceptionnent des charges qui peuvent aller jusqu'à 800, 900 kilos. Et donc le but, c'est qu'on ne blesse personne et que tout se passe bien. En début d'après-midi, Stéphane Cassius rejoint son équipe pour préparer l'héliportage prévu le lendemain. Pour se rendre à son jardin, pas de route. Il faut gravir à pied les ruelles du vieux village. En fait, ceux qui connaissent pas, ils nous demandent où est-ce qu'on sort du village, parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment un nid d'aigle en fait. Ici, caractéristique des vieux villages médiévaux, comme ça, on passe sous les voûtes des maisons qui sont juste au-dessus. On arrive au sommet du village. Le jardin commence derrière ces grilles. Depuis le sommet du piton rocheux, la vue est saisissante. C'est une mise en scène parfaite puisqu'on a toutes ces plantes, ces cactus qui nous font voyager en Afrique du Sud, en Amérique centrale, etc. On a ces toits provençaux qui viennent juste souligner un peu ce jardin. Et derrière, la grande bleue qui déferle, là, c'est magnifique. Quand on arrive ici, en fait, c'est, vous savez, comme un peintre, il a un super beau cadre, il faut qu'il fasse sa peinture. Et ben ici, le cadre, il était déjà là. Il y avait un peu à décorer, mais tout le principal était là. Il n'y avait plus qu'à mettre un peu son cœur. Et le résultat est pas mal. C'est juste après la guerre que ce rocher va être transformé en jardin exotique. Pour cela, on crée des poches de terre. Alors là, c'est construit sur la roche. On voit bien qu'il y a, vous voyez, 2-3 hauteurs de pierre, ce qui correspond à 50-60 cm de hauteur de terre. On s'est adapté sur le rocher pour pouvoir faire ce qu'on appelle des poches de terre, pour que les plantes puissent se nourrir, avec peu de terre finalement. Et c'est vrai que quand on regarde l'ensemble, on a l'impression que ces poches sont déjà dans le rocher, que ça fait corps, quoi. À se rappeler quand même qu'en 1949, les hommes montaient ça sur leur dos avec les mulets, la terre, les moellons pour faire les murets quand même. Aujourd'hui, ils sont 5 dans l'équipe de Stéphane pour s'occuper du jardin. Un travail qui exige patience et précision. Toujours faire attention, on travaille doucement, des gestes lents, pour éviter de broyer le cactus derrière, pour pas se retourner et faire des gestes brusques et se piquer, quoi. Mais bon, c'est une habitude. On a des outils particuliers, on a une gouge qui permet de glisser dessous le cactus pour essayer d'attraper la racine et pouvoir la ressortir plus facilement, sans abîmer le cactus, récupérer avec la pince épilée, très utile. Souvent, c'est pas les plus grosses qui sont les plus dangereuses. On les voit, les grosses. Les petites, on les voit pas. Du coup, on se frotte dessus. On a plein les vêtements. Et le problème, c'est ça. C'est qu'on a les vêtements et elles nous piquent toute la journée. On s'en rend pas compte, quoi. Le cacté, en fait, il n'a pas de feuilles, mais c'est ses aiguillons qui le remplacent. Pour éviter l'évaporation de l'eau, puisque c'est des plantes qui sont gorgées d'eau, dans leur milieu naturel, ils n'ont quasiment pas d'eau. Donc le peu de pluie qu'ils ont, il faut qu'ils le gardent, c'est une réserve d'eau. Ils ont ces aiguilles, ça remplace les feuilles.
Aujourd'hui, Stéphane prend la suite des créateurs du jardin. Au bas du piton rocheux, voici le chantier d'agrandissement qu'il dirige depuis des semaines. Demain, c'est ici que l'héliportage doit avoir lieu. Petit repérage là pour me remettre tout ça en mémoire. Tu vois juste la nouvelle partie avec la pergola et tout ça là. Il est 8 h du matin. Stéphane Cassius et son équipe sont en place. Les premiers, c'est au-dessus de moi, tu vois, où il y a les gros cierges, là, ça sera derrière. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps, mais il est tellement stressant qu'on est pressé quand ça se termine. Ouais. Tout arrive des airs, ouais. Tout ce qui est terre, le sable, le ciment, tout ce que vous voyez là, les pierres, les plantes, ça arrive des airs. Obligé là. Ah, Derrick ? Tu vois où je suis là, faut que tu passes le frein et on va déposer la terre là dans le... Lève encore. Là t'es bon. Ah, descends-le où tu es là. Viens vers moi. Dans chacun de ces sacs, C'est bon, t'es bien. près d'1 tonne de terre. Elle est immédiatement répartie dans les poches qui accueilleront les plantes. C'est un peu speed, ouais. Il met très peu de temps pour faire les navettes. Donc on speed un peu, ouais. Et là, on va juste à côté du bassin, là. Les rotations s'enchaînent toutes les 5 minutes. On va y aller tranquille. L'hélicoptère doit parfaitement se positionner. Un petit écart, et c'est toute la charge qui est déviée. Descends. Descends. Il a dû bouger de 20-30 cm en haut, ça nous l'a décalé d'1 mètre, 1,20 m et on est dans le bassin. On va vider le bassin et on nettoiera dans l'eau. Il y aura 3-4 pierres à recoller. Donc il faut être très attentif et concentré. Vous m'entendez en bas? On va accrocher le Feijoa, là, la plante numéro 2. Le Feijoa, la pièce maîtresse, doit arriver elle aussi par les airs. C'est un sujet qu'on a trouvé, il a la forme juste qu'il va falloir pour accompagner la cascade. Là. Et si on le place bien, ça devrait être superbe. Faut qu'on soit 3, essayer de le placer. On y va tranquille là. Oui. Nico, t'es prêt? On approche gentiment, tu peux... voilà, ta hauteur est bonne, pas plus. Remonte un peu. Hop, pas plus. Amène-nous là doucement. Descends d'1 mètre. Descends gentiment. Descends. Voilà. Dans cette nouvelle partie du jardin, plus humide, pas de cactus, mais beaucoup de plantes subtropicales, comme le Feijoa. Elles arrivent toutes par les airs. Il y a des cycas qui sont plutôt méditerranéens. Là, on a des hostas, là, c'est très humide. Quand c'est en fleurs, c'est magnifique. On a une collection de fougères, il y a des petits papyrus, une grosse myrte qu'on vient de planter déjà. Là, c'est formidable. Une fois que c'est là-haut, là, il n'y a plus qu'à planter. Notre vrai métier de jardinier va commencer après. Donc, il y en a qui tiennent le stipe. Allez. Dans l'après-midi, le jardin imaginé par Stéphane commence à prendre forme. Putain, ça glisse bien. Attends. Reviens un peu. Nickel. Faudra caresse comme ça. Ça, quand on l'a vu en pépinière, en fait, on avait vu ce tronc un peu déporté. Et on s'est dit, il faudrait vraiment que ça soit sur le côté de la cascade. En fait, le but, c'est on crée un jardin, mais les gens, quand vont venir, vont avoir l'impression que ça fait déjà 4-5 ans qu'il est créé, quoi. Donc c'est vraiment le but recherché, ça. Quand ça sera terminé, on sera fiers, mais c'est vrai que ça prend bonne tournure en tous les cas. Donc c'est plutôt sympa. Après plusieurs semaines de travail, voici le résultat. Accroché au rocher, un nouveau jardin vient de naître. En suivant la côte, plein est,
À l'abri du Cap d'Aille, voici Monaco. Passé la principauté, apparaît maintenant le dernier golfe avant l'Italie. Accolé à la frontière, Menton déploie ses façades multicolores. Depuis le début du 19e siècle, la cité attire les voyageurs et les grandes fortunes. Ils ont construit ici de splendides demeures. Sur les hauteurs, la villa et le jardin des Colombières dominent la mer. Grâce à la passion d'un homme, ce domaine secret, véritable hymne à la Méditerranée, est en train de renaître. Quand il découvre le domaine dans les années 90, Michael Lickerman a un véritable coup de foudre. Il quitte son Angleterre natale et met sa fortune au service de la restauration de cette maison. Alors voilà le chef-d'œuvre. Il est là. C'est un choc. Chaque fois que quelqu'un rentre dans la maison pour la première fois, quand il voit ça, c'est vraiment un choc. On peut presque toucher la vieille ville d'ici. Et puis le soir, on a des couchers de soleil magnifiques. Œuvre totale, la maison est imaginée dans les années 20 par Ferdinand Bach. Dessinateur et décorateur, il est fasciné par le Sud et va faire de ce domaine une ode à la Méditerranée. Ferdinand Bach, il peint partout sur ces murs-là des vues imaginaires de Méditerranée. Il considère que tout ce qui est bien dans le monde vient du berceau méditerranéen et donc ce sont des vues imaginaires. Il en fait des livres entiers de vues comme ça et la maison en est couverte. Et puis, de temps en temps, il fait par exemple un clin d'œil. Les 9 muses que vous voyez là, c'est la salle de musique et c'est vraiment, vraiment épatant. Et ça, pour retrouver ces couleurs qu'il avait lui-même fait et de le faire revivre, ça c'était un grand bonheur. Il y avait eu de la pluie, la maison n'était pas étanche, il y avait plein de fissures dans la maison, il fallait tout refaire, réparer. Et on a pris des spécialistes en restauration de fresques de l'Italie, parce qu'ils font ça dans les églises tout le temps. Et de l'Italie, ils sont venus de Milan, ils ont passé 2 ans ici à restaurer les fresques dans la maison partout. Dans cette maison, Ferdinand Bach joue avec les espaces. Mélange extérieurs et intérieurs. Son but n'est pas de faire un jardin sauvage, ni une maison cossue. C'est de faire une maison-jardin et un jardin-maison. On est entouré de beauté, et ça lève l'esprit, quoi qu'on dise. Et puis, ça impose son propre rythme. C'est-à-dire, vous êtes là et vous êtes plutôt calme, parce que la maison ne vous laisse pas faire autre chose. Le parc a lui aussi été restauré dans l'esprit de son créateur. À l'époque, Ferdinand Bach refuse la mode du jardin exotique. Il ne plante que des arbres endémiques de la Méditerranée. Dans son parc, il ouvre des vues et structure le paysage. Michel Imbert connaît parfaitement tous les jardins de Menton. Depuis des années, il étudie l'histoire de leur création. Il a eu un coup de cœur pour ce parc unique. Je l'ai découvert avant qu'il soit restauré. Il était presque effacé, mais il avait encore beaucoup de charme.
Il y a un cheminement qui va du bas vers le haut et qui nous permet progressivement d'arriver à l'étendue de la Méditerranée. Il joue de nous avec des perspectives, des fausses perspectives. Il se joue du visiteur. En montant vers le sommet du parc, on découvre les inspirations symboliques et mythologiques de Ferdinand Bach. Le visiteur est invité à suivre un parcours initiatique ponctué d'étapes. Il le conduit au sommet du jardin. On découvre alors le paradis de Ferdinand Bach, la Méditerranée. Nous sommes dans l'évocation du paradis. Et le véritable espace méditerranéen selon Bach, c'est ça. C'est la montagne, la mer. Les cyprès, les oliviers, ces murs en pierre sèche, tout cela représente l'essence même de la Méditerranée. Ah, c'est la récompense ultime. Sur les hauteurs de Menton, la silhouette du Winter domine la ville. Derrière lui, à quelques dizaines de mètres, son frère jumeau, le Riviera. Construits au début du XXe siècle, ces deux palaces se sont fait concurrence pendant des années. À l'époque, ils se disputent la clientèle des riches hivernants. Ils sont tous les deux vendus et divisés en appartements en 1958. Très grave. Prends-le par la poignée, plutôt. Après des années de sommeil, ils retrouvent aujourd'hui leur lustre d'antan. Ah d'accord, tu les as déjà posés. Les pots, tu les as achetés où? À Nice? Depuis plusieurs mois, sous l'impulsion des copropriétaires, c'est l'ensemble du parc du Winter qui est restructuré. Le moche qu'on avait là. Dans Menton, c'est une des rares villes de France où on peut habiter un palace sans être millionnaire, puisque finalement c'est à peu près le même prix que d'acheter un appartement en ville. Il y a juste les charges qui sont plus élevées parce qu'il faut s'investir pour l'entretien, pour l'amélioration, etc. Voilà. Ça se présente comment dessous? À l'époque, on a rasé la plupart des palaces en France pour construire des immeubles des années 70. Ici, par chance, ils ont été sauvés. Ça s'est un peu bradé, faut le dire. À l'époque, c'était pas des gens riches qui habitaient ici. Et puis, petit à petit, avec le temps, ces gens ont vieilli, d'autres ont racheté, et les palaces sont en pleine renaissance. Il y a toute une histoire dans cet immeuble qui vaut la peine d'être conservé. C'est le paysagiste Benoît Bourdeau qui est chargé de faire renaître ce parc. On va basculer le pot. Ce matin, avec son équipe, il plante de nouveaux citronniers sur la terrasse du Winter. C'est bien, ouais. Au fil des années, le parc s'est complètement transformé. Car lors de sa création, il doit resplendir au cœur de l'hiver. À l'époque, la saison des palaces commence en octobre. Les voyageurs fuient le froid du nord de l'Europe. À l'extérieur, la nature doit donner le change et faire croire que l'hiver n'atteint jamais la Côte d'Azur. On plante donc gazon, agrumes, succulentes et mimosas. On relie bien la structure d'origine du jardin avec ce rythme de plantation, un camérops, un agrume, un camérops. À l'époque, les hivernants viennent de octobre à mai, donc le jardin doit être intéressant à cette époque de l'année. Le gazon, par exemple, est fait en septembre avant que les hivernants arrivent. On sème les pelouses et au mois de mai, quand ils partent, on laboure tout. Il n'y a pas à arroser l'été, ça reste un champ de patates, j'ai envie de dire, et on ressème à nouveau la saison d'après. Donc d'un point de vue écologique, c'est assez intelligent parce que l'été, la saison sèche, il n'y a pas besoin d'arroser. Avec les années, le parc a formé un écrin qui protège aujourd'hui les anciens palaces du reste de la ville. La densité végétale, à mon avis, aujourd'hui est très importante et il faut la conserver. Le bâtiment n'est pas donné à voir comme il l'était probablement à sa construction, mais il est caché dans la végétation et on a envie d'accéder en haut pour en voir plus. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était, mais le jardin est beau tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça sera un non-sens que de chercher à restituer un état originel.
Depuis le port de Menton, un bateau prend la mer, en direction d'un cap protégé. Étienne Chilot a fait de l'histoire des jardins sa spécialité. À ce titre, il a ses entrées dans certains des plus beaux domaines de la Riviera. Aujourd'hui, à bord du bateau de son ami Jean-Michel, il se rend dans un des sites les plus secrets de cette côte. En face de nous, on a le Cap Martin, cet énorme éperon de roches calcaires qui s'étend sur toute une langue de terre sur la mer, entre le rocher de Monaco et la baie de Menton ici. Le Cap Martin est par nature un lieu isolé et donc favorisant l'entre-soi, en favorisant une société qui a besoin d'être isolée, d'être protégée. Et en l'occurrence, ici, on a un endroit sauvage qui finalement va devenir un endroit privilégié par les têtes couronnées. Au bout du cap se dresse l'un des plus anciens palaces de la Côte d'Azur. Construit en 1890, c'est lui qui a créé la réputation du site. C'est un hôtel en fait qui est une révolution à l'époque dans la région car il y a dedans l'eau, le gaz à tous les étages, il y a un ascenseur. Donc voilà, c'est l'origine du Cap Martin en termes urbanistiques. En fait, l'idée c'est d'être entre Monaco et Menton. Menton où séjournait la reine Victoria et Monaco qui devient une micro-société mondaine extrêmement courue à la fin du XIXe siècle. En quelques années, le Cap est devenu la place la plus prisée de la Côte d'Azur. Les têtes couronnées et les grandes fortunes se sont fait construire ici des demeures extraordinaires. Aujourd'hui, elles font encore partie des plus belles villas de la Riviera. Comme la Cyrnos, édifiée en 1892 par l'impératrice Eugénie. Avec son style Belle Époque, et son jardin imaginé par Ferdinand Bach. Ou la Torre Clementina, bâtie par le banquier Louis Stern pour son épouse. Avec son style flamboyant, inspiré des palais vénitiens. Sur ce cap vont aussi naître des jardins sublimes, véritables écrins pour ces demeures d'exception. Ici, on a l'opportunité de les voir côté mer. C'est là qu'on peut découvrir les plus belles façades, puisqu'elles sont rarement du côté de la route, mais du côté où on se promène dans le jardin. Et le jardin, il est au bord de la mer. Donc ça veut dire que tout le raffinement, la beauté d'une architecture néoclassique de ces villas de la Belle Époque se voit du côté du soleil couchant, de la meilleure lumière de la journée. C'est vraiment encore aujourd'hui un endroit très privilégié et très protégé. Grâce à Étienne Chilot, nous allons découvrir l'une des plus belles et des plus mystérieuses demeures de ce cap. Ici, le temps semble s'être arrêté. La Villa Zamir attend celui qui viendra la réveiller. En vente depuis plus d'une dizaine d'années, cette demeure construite en 1902 a été le témoin des grandes heures du Cap Martin.
Elle est fermée depuis au moins 10 ans. Et en fait, c'est tellement vide à l'intérieur, c'est assez fantomatique. Hein. On imagine les meubles nés Louis XVI, on imagine en fait une vie assez luxuriante, opulente. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a même plus d'allage, il n'y a plus rien au mur. Ça donne une impression de vide et en même temps, et on sent une présence, on sent tout ce qui s'est passé. On est dans un endroit qui a été figé à un moment, en fait, c'est une belle endormie. C'est un homme hors du commun qui, au début du XXe siècle, a imaginé et désiré la Villa Zamir. Né en 1860, Albert Kahn fait fortune dans la banque. Mais il est avant tout un philanthrope qui nous a légué un héritage unique, les archives de la planète. Pendant des années, des caméramans et des photographes à son service